Alors, des enseignants, des enfants TSA et une école maternelle. Cette semaine, on part avec Mélie en école maternelle, mais surtout en unité d'enseignement maternel autisme en UEMA. Voilà, et ça commence tout de suite quand elle arrive, bien sûr. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. La dernière fois, rappelez-vous, j'avais un petit souci de son, donc n'hésitez pas. Mélie va arriver. Coucou tout le monde. Magnifique. Coucou Sarah. Je réessaye, on va y arriver. Do you remember? Comment allez-vous? Ça fait 4 fois que je reçois la demande. Nous allons y arriver. Je vais lui faire ma propre demande. Invité. Voilà. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est. Ça y est, je suis là, mais vous n'avez pas le bon côté de ma cuisine quand même. Voilà. C'est bon, c'est mieux comme ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mélie. Comment vas-tu? Ça va bien. Impeccable. C'est la fin de l'année, donc on est un peu fatigué, mais ça va. Parfait. Première question déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc toi, Mais on t'entend bien. Nous regarde... Alors, il y a attends, parce qu'il y a de temps en temps, ça saute un peu. C'est normal, c'est quand on parle en même temps. Ça fait ça. D'accord. Instagram, ça marche. Nul. Non, n'entends pas, n'écoutez pas. Non, il va me bannir. Dites-moi dans le chat si vous entendez bien. La dernière fois, j'ai eu des problèmes de son et dès que c'est bon, on y va. Comme ça, je ne mets pas mes écouteurs et on est bon. On entend bien. Sarah, tu entends bien? Bonjour à tous. Je regarde qui est là. Est-ce que je connais? Il y en a que je connais. Parfait le son. Ben, merci Hello Smile. Ça me donne le smile. Amélie, enchantée. Ravie enchantée. de te rencontrer et que tu aies accepté de participer à ce live sur l'UEMA. Donc encore un lieu d'agrément que je ne connais pas, enfin que de nom évidemment. On est là pour découvrir ça. On va parler de ton parcours, de ton expérience et bien sûr de concrètement que fait l'éducatrice de jeunes enfants dans un tel lieu, comment on accompagne les enfants, etc. Voilà, j'ai reçu quelques questions et puis on va surtout retracer ta fille passionnante parce que moi j'ai une première question à te poser, mais n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat, soit vous mettez ça dans le chat, soit vous appuyez sur le petit point d'interrogation. J'aurai une petite liste du coup de questions qui va s'afficher, on pourra les lire, elles vont pas se perdre dans le déroulé. Voilà. C'est bon, maintenant que c'est posé. J'ai mon petit thé à côté. Voilà. Parfait. Moi, j'ai ma bouteille d'eau. Parfait. J'ai mes questions. Et Mélie, ma première question, très joli prénom d'ailleurs. Et merci. Pourquoi éducatrice de jeunes enfants? Quelle idée seconde? N'est-ce pas? En fait, je pense que si je dois me rappeler pourquoi j'ai passé le concours, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit les mêmes raisons en fait. Je crois que c'est un monde de l'enfance qui m'a toujours attirée, plus ou moins. Un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas éducatrice de jeunes enfants? Je suis un peu arrivée par hasard au début, et puis j'ai passé le concours et je l'ai raté. C'était quand? La première fois. C'était quand? Je suis allée un peu pour voir. La première fois que je l'ai passé, c'était en 2002. Il y a longtemps. Attends, laisse-moi. Je suis une vieille éducatrice de jeunes enfants. Attendez 2 secondes, les filles et les garçons peut-être qui nous regardent. Laisse-moi apprécier ce moment où, enfin, une invitée est entrée, a passé les concours en 2002, donc l'année où je vais passer mon bac. Je me sens moins seule quand on me dit je suis diplômée depuis 2 ans, ou voilà, ou c'est toujours il y a 5 ans. Et là, ça fait du bien. Ah. Bon, voilà, petit à petit. Donc j'ai passé le concours, voilà, et je me suis dit vite, en fait, il va falloir faire une prépa concours. Et je pense que la prépa concours m'a un peu aidée à prendre conscience de ce que c'était que ce métier-là. Et très vite, alors il y a d'avoir beaucoup d'intérêt pour les enfants et leur cause un peu à l'époque, et le travail avec les parents. Tout de suite, c'est vraiment 2 choses qui ont été, qui m'ont attirée dans ce métier-là. Et ça s'est confirmé au fil des stages après en fait. Parce que
moi, le premier stage, je l'ai fait en crèche, classique, voilà. Et le deuxième stage, les deux autres stages, puisqu'à l'époque, on avait 3 stages, je l'ai fait à l'hôpital. Donc, on est tant auprès des enfants, mais aussi quand même auprès des parents. Et le troisième stage, je l'ai fait en crèche familiale avec des assistantes maternelles. Et, et dans ce stage-là, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'accompagnement des assistantes maternelles. Donc, moi, aujourd'hui, la formation, vraiment, ce que j'ai trouvé, c'est plus le travail auprès des enfants et des professionnels, des parents et des professionnels, que finalement le travail de terrain auprès des parents. Et ça se confirme après au fil de mon expérience professionnelle, en fait. Voilà. Ouais. Et tu avais fait une prépa à l'époque. C'était bien. Je sais pas si ça Mm. existe encore. Moi aussi, j'avais fait une prépa. Donc toi, tu étais sur l'ancien Mm. cursus où on était encore à 2 ans et demi de formation. Et après, moi, quand je Mm. suis rentrée en 2006, on était les cobayes sur les 3 ans de formation. Ah oui. Première cuvée. Et donc, on avait 5 stages. On passait à 5. Et c'est drôle parce que mes choix de stage, Mm. c'est les mêmes que les tiens. J'avais les mêmes, les 3 mêmes, plus d'autres. Mm. Donc, j'avais la crèche hospitalière en plus et le jardin d'enfants. Voilà. Mais j'avais fait pas. Et donc, du coup, moi, je suis rentrée en formation en 2003. Donc là, ça va faire 20 ans en septembre que je suis rentrée en formation. Ça passe vite, hein? Ouais, c'est Ouais. fou. Et tu te rappelles encore de ta formation? Oui. Et moi, j'ai trouvé ça Ouais. très éprouvant parce que pour le coup, enfin, on avait vraiment des formateurs qui étaient vraiment chouettes, mais j'ai trouvé que ça remettait beaucoup en question la personne qu'on était, les euh, les relations familiales et les relations avec les parents. Enfin, j'ai trouvé qu'en termes de remise en question personnelle, c'était raide. Enfin, j'avais trouvé ça très difficile, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant tout ce qu'on avait Et appris en fait. justement, la santé Ouais. émotionnelle du cursus EJE, c'est le thème que je fais Mmh. lundi en live avec une étudiante EJE surprise, vous verrez. Là, j'ai 2 prochains lives Mmh. surprises qui me sont tombés dessus. Donc, on va enfin parler de ça pendant 1 heure et demie, de cette remise en question pendant la formation et tout. Parce qu'à chaque fois, on Mmh. l'évoque. Et je me suis dit, de mieux Mmh. pour en parler qu'une étudiante qui va être diplômée sous peu. Et voilà, ça va être chouette. Et du coup, toi, tu sors d'école Ouais. et tu pars sur quoi direct, du coup? Tu pars en crèche direct ou tu pars? Euh, je pars en Ok. crèche directe. Je pars en crèche associative. Il n'y avait pas beaucoup de boulot à l'époque et je tombais un peu dans un traquenard, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis embauchée et la directrice me dit tout de suite pour virer une autre professionnelle de l'équipe. Là, déjà, j'arrive dans un environnement, je me dis au secours, quoi. Je sors juste du diplôme, j'ai aucune assurance, enfin, c'est extrêmement difficile. Donc, je fais un peu mes armes, mais j'y suis pas bien, quoi. J'y suis pas bien parce que je trouve que je dirais pas maltraitant parce que ce serait un peu trop, mais je dirais que c'est un peu malveillant quand même. C'est-à-dire que c'est un environnement un peu particulier. Je tombe face à une directrice qui fait les reproches individuels en réunion d'équipe. Donc, il faut, euh, il faut quand même le vivre, quoi, parce que moi, je l'ai vécu une fois. J'ai trouvé ça très, très difficile. Et puis surtout, je suis à 45 minutes de chez moi à l'époque. Sur au début un mi-temps et puis elle m'appelle quand il y a des absentes et je viens remplacer. Enfin voilà, c'était pas très confortable en fait comme poste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que et professionnellement et personnellement c'était pas intéressant. Euh, Ça m'a quand même appris des choses. C'est-à-dire que moi il y a des choses puisqu'après on le verra dans mon parcours voilà, mais ça m'a quand même appris des choses que je ne ferai jamais avec des collègues par Marrant exemple. parce que c'est le Voilà. bilan qu'on se fait souvent des mauvaises expériences, surtout les mauvaises directions, etc. On se dit voilà ce que je veux plus pour l'équipe et Mmh. après, c'est en même temps formateur, peut-être ça fait de Mmh. nous des meilleures personnes, ce genre de. Alors moi, clairement, c'est sûr que s'il y a des choses que j'avais pas vécues, alors je sais pas si je les aurais faites, tu vois, mais par contre, oui, il y a des choses que je n'ai pas fait volontairement, quoi. Vraiment. Ça, parler de sujets, enfin, de remettre en question les pratiques professionnelles de mes collègues en réunion d'équipe, pour moi, c'était inconcevable. Qu'après, l'erreur, elle puisse servir à l'équipe et qu'on dise, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il s'est passé ça et c'est pas possible, en fait. Donc, il faut qu'on réorganise, voilà. Mais par contre, incriminer une collègue devant tout le monde, ça fait plus partie
de… En tout cas, ça n'a jamais fait du coup, mais C'était dans voilà. quel département? C'était dans la Alors, c'était Creuse pas ça. à l'époque. Et moi aussi, Puisqu'à l'époque, j'habitais à Limoges en fait. Voilà. c'est-à-dire, moi aussi, j'ai connu un tel démon que des fois, je me dis, c'est pas possible, c'est la même. Non, mais non. Non, non, il y en a d'autres. C'était Donc voilà, et j'ai fait ça pendant 7 mois. Moi, je crois que j'ai commencé fin janvier et j'ai arrêté 31 août. Donc ouais, Et 7 t'es mois à peu près. partie sur Voilà. quoi, du coup, après? Alors en fait, j'ai été appelée par la médecin-chef de PMI du département de la Haute-Vienne, qui était confrontée à un souci, c'est que dans le département de la Haute-Vienne, c'est les puéricultrices qui font les visites de PMI classiques, mais elles font également les agréments et le suivi des assistantes maternelles. Et il s'est avéré que elle avait plein de temps partiel, de congés maternité, de congés parental, et qu'elle ne trouvait pas de puéricultrice pour remplacer. Et elle s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas embaucher en contractuel des éducateurs de jeunes enfants pour pallier en fait sur les agréments et le suivi des assistantes maternelles. Donc elle a appelé l'école d'éduc en disant, voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être dans les capacités, les corps d'éduc de jeunes enfants? Et en fait, l'école a donné le nom des jeunes sortants, enfin des jeunes professionnels qui avaient fait des stages auprès d'assistantes maternelles. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été appelée et en 2 jours, je suis partie de la crèche et je suis arrivée au conseil départemental de T'es la en train Haute-Vienne. En de me dire que je suis en train de parler enfin à une GE qui a travaillé plus ou moins en PMI? fait. Ouais, Les c'est ça, 3 ans que je exactement. cherche? Ben, j'ai fait ça aussi. Voilà, Nous, on va en parler, c'est ça. voilà. Voilà, Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. une éducatrice de jeunes enfants PMI, mais elle est là aussi. Ben, du coup, tu gardes 5 ans, tu gardes quel souvenir de ça? Est-ce qu'une GE en PMI, vraiment, ça a tout son sens? C'était alors sur les consultations, moi je pas du tout puisque c'est vraiment le côté médical pour le coup. Même si je pense que dans le département où j'étais, c'était des CAP petits enfance qui étaient dans les salles d'attente avec les parents en fait. Et pour le coup, je pense qu'une éducatrice de jeunes enfants aurait tout à fait sa place dans les salles d'attente de PMI. Ça, c'est une réalité. Et il y avait également des EJE, puisque le département de la Haute-Vienne avait des lieux d'accueil D'accord. parents-enfants. Ils appelaient un espace PMI. Donc là, il y en avait 2 éducatrices de jeunes enfants déjà qui travaillaient. Et quand on parle d'agrément et d'accompagnement, agrément des assistantes maternelles, accompagnement, etc. Enfin, les EJ ont bien sûr toute leur place en fait. Et plus que les puères, puisque du coup on a une formation qui est différente. On a une formation qui est quand même beaucoup plus poussée sur le développement de l'enfant, qui est beaucoup plus poussée sur l'accompagnement des parents, et que les problématiques que rencontrent les assistantes maternelles, elles sont à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui, les puères, on leur en demande tellement que elles font les agréments, elles font les renouvellements d'agréments, elles font les augmentations ou même les signalements, puisque du coup, moi, j'ai aussi retiré enfin, c'est pas moi qui ai retiré, mais j'ai fait des rapports pour enlever les agréments. Elles le font, mais par contre, tout l'accompagnement qui est autour je rencontre des difficultés avec tel enfant, avec tel parent, etc., c'est plus difficile, en fait, d'avoir le temps de faire ça, en fait. Et nous, enfin, parce que du coup, on a été en simultané jusqu'à 3 éducatrices de jeunes enfants à temps plein. Et pour le coup, on avait plus ce temps-là et je pense qu'on est quand même plus formé dans notre formation pour faire cet accompagnement-là, en fait. Mais ça ressemble à quoi une GE qui retire des agréments d'assistant de maternelle? On peut avoir des cas de ce qui se passe quand tu observes. Ben, alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit on reçoit des appels de parents qui disent, ben voilà, il se passe ça et ça chez mon assistance maternelle, est-ce que c'est normal? On peut arriver à l'improviste et voir des choses qui ne vont pas. Mais je parle des fois juste légalement parlant, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'avoir des assistantes maternelles qui accueillaient 5 enfants le jour où je suis arrivée. Alors qu'à l'époque, on était sur… aujourd'hui, j'ai un peu perdu le fil parce que c'était il y a longtemps, mais
À l'époque, on était sur 3 agréments et potentiellement une dérogation à 4 quand il y avait du périscolaire, tu vois. Donc, t'arrives, il y a 5 enfants. Et l'assistante maternelle, elle te dit, bah oui, mais j'ai pas osé dire non aux parents, voilà. Bon, après, le retrait d'agrément, ça reste quand même quelque chose de rare, quand même. Et qu'avant, il y a quand même toute une phase de négociation et comment dire, on laisse aussi à l'assistante maternelle l'occasion de rectifier ce qui va pas, de rectifier, voilà. Mais il y a eu des choses que j'ai vues et qui étaient très graves. On a vu une maman qui nous a appelé pour nous dire, ben voilà, moi je viens de croiser ma fille de 4 ans qui est censée être chez son assistante maternelle, elle était à la pharmacie toute seule. L'assistante maternelle était malade en fait. Donc elle a envoyé la petite qui est, certes, elle n'avait pas de route à traverser, elle n'avait pas, voilà. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas la majorité des assistantes maternelles et que j'en ai croisé aussi des Oui. exceptionnelles. Voilà. Et c'est bien aussi quand on peut faire des contrôles. Oui. Et, vous m'entendez bien? Il y a eu un petit bug tout à l'heure. J'ai vu, moi, ça a figé un peu. Vous me dites si vous entendez bien dans le chat. Ouais, les visites à domicile, ça sert à ça aussi, mais voilà, on n'en a jamais assez. Des promptus comme des impromptus. C'est ça. C'est ça. Alors après, moi, je les faisais quasiment toutes à l'improviste. Donc, voilà, elles le savent. Hein. Et puis, oui, il y en a, la personne qui avait 5 enfants chez elle, voilà, je dis, bah, écoutez, c'est pas possible. Elle me dit, écoutez, je n'arrive pas à dire non aux parents. Je dis, bah, je vous laisse une carte parce qu'en fait, il y a toujours un affect entre l'assistante maternelle et le parent. Et on est face à des parents qui n'ont pas forcément de garde de grands-parents ou autres. Le centre de loisirs, leurs enfants sont encore petits. Donc, souvent sur les vacances scolaires et les mercredis, il y a un peu d'affect et voilà. Et du coup, voilà, moi je dis à l'assistante maternelle, ben, faites un planning sur vos 15 jours de vacances et vous dites que je suis passée et que moi j'ai dit que c'était pas possible. Et je vous laisse 5 cartes et vous laissez ma carte aux parents et je leur expliquerai pourquoi c'est pas possible. En fait. Et cette assistante maternelle-là, par exemple, j'ai reçu à chaque vacances scolaires les plannings sur lesquels elle accueillait les enfants et elle a très bien compris, par exemple. Donc, il s'agit pas de retirer à chaque fois, mais en tout cas, à un moment donné, ben oui, il y a des lois, elles sont là pour des bonnes raisons, et de sécurité notamment, et d'assurance et de responsabilité. Et qu'il faut que les parents, comme les assistantes maternelles, puissent entendre que ben, il faut aussi les respecter. Quoi. Top. Probablement que je vais te solliciter pour un live sur le GMI, du coup, si personne ne veut, hein, Pourquoi si pas personne ne veut, à part toi, je te rappellerai pour ça. Mais aujourd'hui, on est là pour parler ça marche. sur de l'UEMA, je prononce ça bien ou Ouais, c'est ça. C'est l'unité d'enseignement maternel autisme. Donc, toi, tu as fait ton petit passage à l'UEMI. Après, tu as fait petite expérience jusque-là, jusqu'à l'UMA. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre du conseil départemental parce que j'avais que des contrats contractuels et puis vraiment, ils m'envoyaient sur des secteurs très étendus. Ça commençait à être un peu, voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Ça faisait 5 ans que je le faisais, j'avais envie de passer à autre chose. Et pendant que j'étais au conseil départemental, comme on avait beaucoup de vacances, je donnais des cours aux assistantes maternelles à l'école d'éduc en fait. Voilà, pas sur le même département pour pas que je croise des personnes que j'avais moi, mais voilà, j'ai fait ça. Et donc j'en ai eu assez. Et à l'époque, il y avait plusieurs postes tournés et j'ai pris un poste de responsable de crèche pendant 8 ans et demi. Ok. En fait, voilà, un poste de responsable à mi-temps dans le bureau, à mi-temps auprès des enfants. Une crèche De quelle taille 20, multi 20 places. Ouais. Donc voilà, un multi-accueil de 20 places. Et je suis arrivée, l'équipe avait pas de direction depuis 9 mois. Donc, puisque la précédente était partie et voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si elle est sur le live, mais Aurore est avec moi et elle se reconnaîtra. Ça a été des débuts difficiles. En plus, avec une équipe qui avait eu précédemment, avant celle qui était partie, une directrice qui avait été maltraitante tant auprès de l'équipe qu'auprès des enfants. Donc, j'arrivais sur une équipe qui se débrouillait depuis 9 mois et qui, voilà. Sauf que les pratiques professionnelles étaient un peu désuètes et qu'il a fallu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière à un moment donné pour changer les choses. Donc voilà, et ce poste a fini par m'épuiser au bout de 8 ans et demi.
parce qu'on est finalement très peu soutenu, je trouve, par les directions qu'on a au-dessus de nous, en fait, hein, par voilà, nos N+1. Au bout de 8 ans et demi, j'ai dit stop, c'est fini, voilà. Mais il s'est quand même passé des choses sur les 4 dernières années, puisqu'en plus, on était en délégation de service public. Donc, tu sais, ça veut dire en fait, la gestion est déléguée par la mairie et qu'au bout de 4 ans où j'y étais, en fait, on a changé de gestionnaire. Il a fallu vivre ça aussi, voilà. Et le hasard a voulu qu'on soit géré par une association du médico-social. Et le hasard a voulu que sur cette période-là, en fait, alors déjà, cette association m'a donné beaucoup plus de responsabilités. Donc ça, c'était quand même chouette en termes de gestion de budget, de création de budget, de gestion d'équipe, etc. Et il a vraiment instauré, ils ont vraiment mis en place des choses qui m'ont permis d'assurer les 2 jours de bureau, 2 jours auprès des enfants, le mi-temps, en fait. Et du coup, on a recruté un CUI pour que vraiment je sois dégagée de ce temps-là. Donc, il y avait vraiment une reconnaissance du rôle de la responsable, en fait. Donc ça, c'était chouette. Et le hasard a voulu que sur cette période-là, sur ces 4 dernières années, on accueille beaucoup d'enfants porteurs de handicap. C'est vraiment le hasard parce que on accueille les enfants de la commune, donc voilà. Et on a accueilli des enfants polyhandicapés, voilà, beaucoup de polyhandicap quand même. Voilà. Et donc ça a commencé à germer des choses. L'accompagnement en termes de handicap qui a commencé à éveiller quelque chose chez Mélie. Oui, et puis en plus l'association qui nous gérait, si tu veux, elle gérait également le CAMS. Donc le CAMS, elle avait aussi en gestion ce qu'on appelle là-bas la mission d'AJED, c'est d'accueil du jeune enfant différent. Donc en fait, c'est une éducatrice de jeunes enfants qui accompagne les équipes, mais aussi les parents sur l'accueil d'enfants porteurs de handicap et qui peut aussi venir dans la crèche observer des enfants quand on a des doutes en fait, et que en tant que professionnel de la petite enfance et parce que finalement des fois c'est pas notre job et que avoir quelqu'un d'autre qui vient dire bah oui là, effectivement il y a un souci ou pas du tout, bah, ça aide quand même. Donc voilà, donc du coup on avait vraiment et il gérait également une UEMA à l'époque. Voilà, il la gère toujours d'ailleurs, mais voilà, il gérait une UEMA. Donc je savais ce que c'était qu'une UEMA avant de postuler. Ciao Ciao le multi. Nouvelle. Ouais. Et même pas pendant la fin du multi, pendant 1 an, j'ai cumulé avec un autre job. J'ai travaillé 5 à 6 heures par semaine dans une société de garde d'enfants à domicile où je faisais le recrutement et l'accompagnement des nounous à domicile, en fait. Voilà, j'ai fait ça 5-6 heures par semaine pendant 1 an. Et voilà, je pense que c'était le premier pied que j'ai mis en dehors de la crèche, en fait. Ok. Bon. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao, la crèche. J'en ai assez, je ne veux plus gérer d'équipe, je m'ennuie aussi intellectuellement. C'est-à-dire que j'ai apporté à l'équipe, mais professionnellement, j'ai l'impression de plus rien apprendre. Et de ce côté-là, pédagogiquement, tout ça, je m'ennuie en fait. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Là où il n'y avait pas de formation proposée ou c'était pas. Si, il y avait des formations, sauf que les formations, elles sont centrées sur les équipes, très souvent. Très peu sur les directions, malheureusement. Et moi, toutes les formations qu'on proposait aux équipes, c'était des choses qu'on avait vues à l'école d'éduc, en fait. Ou alors j'avais lu des articles et j'avais déjà fait par moi-même ce chemin-là. Donc, je commençais vraiment à m'ennuyer de ce côté-là, quoi. Et je me dis, vraiment, je ne veux plus de direction parce que je sens que je suis à la limite de la malveillance. C'est-à-dire qu'à la limite en fait, j'ai épuisé mes réserves et que j'arrive à un stade où, en fait, il faut que j'arrête de manager parce que il faut que je me ressource moi avant de potentiellement repartir sur un poste comme ça. Ça, c'est vraiment l'honnêteté de dire, mais stop, j'arrête parce que je n'apporte rien et je suis pas malveillante, mais ça va pas tarder. De toute façon, en fait. faut pouvoir être bienveillant avec les autres, il faut l'être envers soi-même. Et si vraiment tu n'as pas de moments où tu peux te ressourcer ou des moments où tu apprends des choses
et où tu te donnes, tu as un but tout simplement professionnel ou que ça répond plus à tes valeurs, oui, il faut se remplir d'autres choses. Ouais, C'est ça. c'est ça. Donc, du coup, tu pars en UMA parce que tu réponds à une annonce ou parce que du coup, tu en profites et il y a une opportunité? En fait, je commence à chercher, alors beaucoup plus étendu en termes de lieux, c'est-à-dire que je reste pas sur le Limousin du tout parce qu'il y a que des postes en crèche. Et je commence à chercher un peu dans des endroits où j'ai de la famille ou des amis. Et en fait, mon objectif, c'est de partir de la crèche, peu importe la structure, mais je ne veux pas aller travailler en crèche. Voilà. C'était, je visais la protection de l'enfance, le handicap, peu importe, mais je ne voulais plus de la crèche. En fait, c'était fini. Je ne pouvais plus. Donc, et arrive cette annonce. Donc, je suis à Carcassonne maintenant, pour vous dire le chemin que j'ai fait. Et arrive cette annonce et je me dis, bah tiens, j'en parle un peu avec le directeur de l'UMA qui travaillait. Et il me dit, je suis pas sûre qu'il s'y retrouve et tout. Je dis, bah écoute, je vais passer l'entretien, puis je verrai bien en fait. Voilà. Donc j'arrive à l'entretien, mais alors il y a de la lumière, je suis rentrée quoi. C'est-à-dire que je dis, bah voilà, moi je suis pas formée, par contre je veux bien me former. Voilà. Je me dis, je veux bien relever le challenge en fait. Et du coup, je prends un poste de terrain qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps en fait. Donc voilà, et je passe l'entretien qui se passe bien et je suis prise. Et du coup, je m'en fais. Voilà. Et j'arrive à l'UMA. Alors, c'est quoi un UEMA? Alors, une UMA, c'est une unité d'enseignement maternel autiste. Donc, c'est une structure qui a été initiée par le gouvernement dans le plan autisme 2013-2017. J'ai mis 2-3 notes à côté parce qu'il y avait des dates que je me souvenais plus trop. Et qui avait pour but d'améliorer en fait l'inclusion des enfants TSA, donc qui ont le trouble du spectre, et de proposer des interventions précoces et intensives. La France avait un gros retard au niveau de l'autisme. On était encore sur des traitements qui étaient plutôt tournés vers la psychanalyse et très peu vers le comportementalisme. Et alors que ces préconisations avaient fait leurs preuves aux États-Unis, au Canada, Québec, tout ça. Donc là, on se rend compte que la France a un gros retard et que du coup, il faut créer ces structures-là. Donc, il y a une première vague de une création de structures par département, puis une deuxième vague de deux créations de structures, enfin une deuxième dans chaque département. Et là, on est sur la vague de la troisième structure dans chaque département. Je pense que ça dépendra des départements et des moyens des départements aussi, puisque c'est une structure qui coûte cher. On en parlera après et le pourquoi. Et le but, c'est vraiment le précoce et intensif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'existait pas de structure où on accueille les enfants qui ont entre 3 et 6 ans, puisque nos enfants sont d'âge maternel. Et on est situé au sein d'une école maternelle. On est une classe à part entière, mais on est situé au sein d'une école maternelle existante. Voilà. C'est une classe parmi les autres classes. Oui. Et les enfants sont tous dans la même classe. Oui, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est une classe de 7 enfants autistes. Hein. Alors, soit en termes de profil des enfants, donc ils sont soit en cours de diagnostic, parce qu'on accueille quand même des enfants qui sont jeunes, soit diagnostiqués. Il faut que ce soit des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, même avec AVS. On ne parle pas d'autisme de haut niveau, par exemple, chez nous. On est plutôt sur des enfants qui ont un TSA sévère et modéré. Ils n'ont pas acquis d'autonomie ou peu d'autonomie. Donc, c'est-à-dire que chez nous, beaucoup d'enfants arrivent avec la couche, par exemple. Alors qu'ils ont 4 ans, l'acquisition de la propreté n'est pas acquise, ils ne savent pas mettre un manteau, ils ne savent pas mettre des chaussures. Voilà. Et il y a un retard de langage, voire une absence de langage, très souvent. Souvent, quand ils rentrent, il y a très peu de langage ou un langage très stéréotypé. C'est-à-dire qu'ils répètent en permanence ce que nous, on peut dire. Et il y a des gros troubles du comportement qui font souvent qu'ils n'ont pas pu être scolarisés. Voilà. Et on les accueille minimum 2 ans et maximum 3 ans. Et cet enfant, même si c'est génial, cet enfant, ça fait peu. Donc comment, par rapport aux demandes, j'imagine, donc comment les enfants, ils
arrivent à atterrir ici? Parce que j'imagine que les parents, ils se battent peut-être pour avoir une place. Alors, on aurait eu ce live l'année dernière, je t'aurais dit, bah, jusqu'à présent, on a eu autant de demandes que d'enfants qui sont sortis. Mais cette année, par exemple, on avait 2 enfants sortants. On a 2 enfants sortants. Et il y a 6 demandes. Voilà. L'orientation, elle se fait essentiellement via le CAMS, en fait, puisque c'est le CAMS souvent qui fait le diagnostic et du coup qui nous oriente les enfants. Ou alors le CRA, le Centre Ressources Autisme, il y en a un par région. Et en fait, c'est le CRA qui, dans les préconisations, fait une orientation UEMA. Et voilà, donc ils arrivent comme ça chez nous. Cette classe, elle est gratuite pour les parents ou pas? Pose des questions. Elle est gratuite pour les parents. Non. Elle est gratuite pour les parents. On les accueille de 8h50. L'école chez nous, on commence à 8h50 jusqu'à 16h50. Le lundi, mardi, jeudi. Et le vendredi, on les accueille de 8h50 à 14h puisqu'on a réunion d'équipe tous les vendredis après-midi jusqu'à 17h20. De 14h à 17h20. Donc là, les enfants qui n'ont pas eu la place, comment vous allez évaluer qui aura la place? Alors, on prend en général les critères, c'est déjà les enfants les plus jeunes, parce que il faut vraiment 3 ans pour avoir pour avoir les meilleurs résultats auprès des enfants. Donc c'est les enfants les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui rentrent en école petite section, en fait, qui ont l'âge de la petite section. Ensuite, là, tu vois, par exemple, cette année, il y en avait 3 petites sections et 3 moyennes sections. Et ben en fait, on a choisi sur les 2. En fait, on a laissé de côté celui qui avait le plus de prise en charge à l'extérieur et qui avait le moins de troubles du comportement, en fait. Ok. Et il y a aussi une histoire de localisation, puisque maintenant, on prend vraiment des enfants qui habitent proche de la structure, parce que c'est des enfants jeunes à qui on va demander beaucoup de choses sur la journée. Et tu vois, actuellement, on en a un qui fait 40 minutes de route le matin pour venir, 40 minutes de route le soir. Et ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup et pour lui et pour ses parents. Donc, on essaie vraiment de localiser autour de la ville, mais vraiment d'éviter les enfants qui habitent trop loin. D'accord. Et du coup, pour cette classe de 7 enfants, toi, tu es là. Vous êtes combien? Il y a combien de GE? Il y a quel professionnel pour une classe? Alors, il y a une enseignante spécialisée. Alors, à temps plein, mais du coup, à temps plein 24 heures. Elle n'est pas là entre midi et 2. Une enseignante spécialisée? C'est les enseignantes. En fait, il y a des enseignantes qui ont passé un diplôme d'enseignante spécialisée. Elles ont une formation spécifique sur les enfants porteurs de handicap, les différentes façons d'apprendre, etc. Et c'est très souvent les enseignantes que tu retrouves dans les Ulysse. Tu vois, voilà. Et l'enseignante est pilote du dispositif. Donc, elle est employée éducation nationale. Nous, on est employés par une association du médico-social. Voilà. Et elle est vraiment pilote du dispositif. Voilà. C'est elle qui est chargée un peu d'assurer la cohérence des actions, de faire les emplois du temps, de définir les objectifs pédagogiques, etc. Voilà. Donc, elle est là sur les temps scolaires. Ensuite, on est 2 éducatrices de jeunes enfants à temps plein. Un éducateur spécialisé à temps plein, mais qui a une demi-journée de coordination avec l'IME auquel on est rattaché, puisqu'on n'est pas une structure qui existe en tant que telle. C'est-à-dire que on est toujours rattaché à un autre établissement médico-social. Donc, on est rattaché nous à un IME. Et donc, lui, il fait la coordination de la structure. On a une AES qui est à 80%, accompagnante éducative et sociale. On a une psychomotricienne qui est là à 50% et une psychologue qui est là à 70%. Et il y a un poste d'orthophoniste, mais qui n'est pas pourvu, qui devrait être là à 20%. C'est pas mal quand même. C'est bien. Mais parce que on est vraiment sur une structure où on a un objectif, c'est le précoce et intensif. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants, ils arrivent à 8h50 le matin et on est
soit du 1 pour 1, soit du 1 pour 2. Parce qu'on veut vraiment, alors, parce que c'est quand même des enfants qui ont des gros troubles du comportement et qu'en septembre, des fois, même en stressette, ce serait chouette. Voilà. Mais il faut pouvoir les gérer, ces troubles du comportement. Et parce que si on n'est pas assez, en fait, on n'a pas de résultat, en fait. Voilà. L'objectif, on mise vraiment sur la plasticité du cerveau avant 6 ans. Donc, il faut, en fait, on met tout le paquet pour leur donner soit travailler le langage, enfin en tout cas la communication, puisqu'on va pas forcément utiliser le langage avec des enfants pour que eux ils puissent se faire comprendre. On a un système de classeur texte, c'est un échange de pictogrammes en fait d'images qui sont scratchées sur un classeur pour vulgariser. Et en fait les enfants font leur demande de cette façon-là. Donc voilà. Donc on va beaucoup travailler la communication, la posture d'élève, parce que rester assis pour 99% des enfants qu'on accueille, ils l'avaient jamais fait. Et écouter, enfin participer à un moment de classe, etc. Et il y a quand même un gros objectif d'inclusion. Donc qui dit inclusion dit que il faut aussi accompagner ces enfants-là dans la relation aux autres, qui n'est pas forcément des fois facile. Ouais, d'accord. Et donc toi, tu es à temps plein, tu disais. Ouais. Concrètement, c'est quoi ton rôle et tes missions? À quoi sert une JE en UMA? Alors, je vais un peu comparer. Ouais, en fait, c'est un peu parce qu'en fait, concrètement, et je te dis le retour de stagiaire qu'on a, mais en fait, vous faites tous la même chose. Voilà. Et moi, je dis, c'est pas faux. C'est-à-dire que si tu sais pas qui est qui, et si tu viens pas sur une réunion d'équipe, tu vas avoir du mal à te dire, elle est plutôt psy, elle est plutôt enseignante, enfin, l'enseignante, on la repère un peu plus, c'est elle qui fait les regroupements, voilà, donc on la repère un peu plus, mais tu feras pas la différence entre l'éduc P, l'éduc de jeunes enfants et la psychomote, par exemple. Mais en fait, moi, j'ai vraiment, je trouve, cette connaissance de la petite enfance, le travail d'observation, non pas forcément mes collègues. C'est-à-dire que pour le coup, j'ai vraiment aiguisé ça aussi dans ma mallette de l'éducatrice de jeunes enfants. Donc, il y a vraiment ce rôle-là d'observation et de connaissance du développement de la petite enfance. Donc, quand on va mettre des objectifs en place autour de l'autonomie, de l'acquisition de la propreté, tout ça par exemple, je sais que j'ai des réflexes et des observations qui sont différentes de celles de mes collègues, par exemple. Voilà, parce que j'ai une connaissance du développement de l'enfant qui est différente. Et je suis là pour rappeler aussi que ces enfants-là ont des fois et même souvent une déficience associée intellectuelle et que du coup, ce qui pourrait être attendu à l'âge de 3 ans, il y a des fois des choses qu'on va repérer plus tard en fait chez ces enfants-là. Donc d'expliquer comment on peut travailler l'acquisition de la propreté, quels sont un peu les signaux qui peuvent nous faire penser que l'enfant est prêt. Et il y a une partie dont on n'a pas parlé, mais c'est tout le travail avec les parents. Voilà. Et ça, je trouve que nous, éducateurs de jeunes enfants, on est quand même extrêmement formés sur le travail avec les parents, l'accompagnement des parents, l'écoute, la formation des parents, parce qu'en ce qui me concerne, il y a quand même une partie formation des parents. Et le médico-social a un gros retard à ce niveau-là. Voilà. Je trouve que c'est les deux choses que moi j'ai amenées dans cette équipe, en fait. Voilà. Maintenant, concrètement au quotidien, je vais faire de la motricité fine, de la motricité globale avec les enfants. Je vais faire la caisse de travail qu'a préparée l'enseignante sur les prérequis de l'école maternelle. Je vais gérer des troubles du comportement en partenariat avec ma collègue psy. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que en fait, on a défini des objectifs sur ce qu'on appelle des PPA, projets personnalisés d'accompagnement, en fonction de différentes thématiques. Mais en fait, tout le monde est garant de ces objectifs-là. Donc, du coup, ça veut dire qu'au quotidien, quel que soit l'enfant que tu as, tu dois avoir en mémoire les objectifs, même si on a tout sur on note tout. Donc, on cote ce qu'on appelle tout, savoir si c'est réussi, s'il a fait une guidance, etc. Et finalement, au quotidien, tu aurais
du mal à te dire elle est éducatrice de jeunes enfants. Par contre, c'est dans mon regard, dans les réflexions professionnelles quand on est en équipe, dans mon expérience à la crèche, et etc., où là, par contre, la différence, elle y est, en fait. Et dans la façon d'accompagner les parents. On a eu beaucoup de débats avec ma collègue psy, avec l'instit, avec, avec mon collègue éduc, sur ce qu'on appelle les guidances parentales, puisque c'est le terme utilisé dans le cahier des charges, même si je ne suis pas très fan du mot guidance. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de débats sur voilà qu'est-ce qu'on demande aux parents, comment on le demande, comment on l'amène, comment on les accompagne au maximum. J'ai souvent instauré ça en fait. T'as un couteau suisse. Dieu est un couteau suisse. Le jeu. C'est ça, mais je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus armé que les éducs-spé, tu vois, par exemple. Au niveau et accompagnement parental. Ouais. Vraiment, et même l'observation. Moi, j'ai une stagiaire éduc-spé qui a fait 2 stages chez nous parce que Covid oblige. Et donc, j'ai pris le relais de mon collègue qui était parti en maladie. Et un jour, elle me dit, mais en fait, vous faites tous la même chose. Alors, je dis, pas tout à fait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un tabouret là-bas et tu vas t'asseoir. Et pendant une semaine, en fait, tu vas observer ce qui se passe, en fait. Et effectivement, enfin, tu vois, elle me dit, mais moi, je sais pas quoi observer, en fait. Je dis, mais vous avez pas eu de cours sur l'observation? Elle me dit, ben non. Ils ont jamais eu un cours sur l'observation. Ils ont jamais eu un cours sur les parents, la place du parent dans les établissements médico-sociaux, l'accompagnement, qu'est-ce que c'est d'être parent déjà, le chamboulement que ça peut être, etc. Et la charge mentale supplémentaire que peut représenter le fait d'avoir un enfant porteur de handicap, en fait. Tu vois? Toute cette empathie-là, je trouve, mais peut-être que dans d'autres établissements médico-sociaux, attention, je parle en tout cas pour mon expérience, je trouve que c'est vraiment relégué, enfin, c'est même pas relégué, puisqu'ils n'ont pas appris. En fait. Et pourtant, c'est la base de. Toi, je pensais que c'était quand même basique dans nos formations de travailleurs sociaux, mais en fait, non. Non. Ah ouais, ça m'étonne. Mm. Et du coup, c'est quoi que tu parlais un peu de l'accompagnement parental? C'est quoi qui est important pour toi en termes d'accompagnement parental? En quoi tu mets un point d'honneur auprès des familles, etc. Alors, déjà, la guidance parentale, qu'est-ce que c'est? En fait, j'aime pas le mot guidance. Je trouve que ça donne à l'éducateur un rôle qui est comme si c'était l'éduc qui savait tout et qui allait tout amener et qui allait guider les parents et que du coup les parents n'avaient pas de compétences. Ça valorise pas la fonction parentale dans le sens d'accompagner et non pas déverser des conseils. C'est ça en fait. Et je trouve que des fois ça fausse un peu en fait. Je trouve que voilà, il faut, enfin j'aimerais bien qu'on puisse nuancer ce terme-là. C'est pas parti dans ce sens-là et je me dis que c'est qu'un terme et que moi j'en fais autre chose donc c'est pas un souci. Mais on en a très souvent débattu en équipe et donc en fait la première année de prise en charge de l'enfant, on va au domicile des familles 2 fois par mois. Et là, c'est les préconisations. Et ensuite, les années suivantes, on va au domicile 1 fois par mois. L'objectif de ces visites à domicile, c'est de pouvoir faire en sorte que les parents comprennent ce que c'est que le TSA, parce que très souvent, ils ont eu un diagnostic et ciao, bonsoir. Donc, c'est-à-dire que les parents ont le diagnostic, ils ont une prise en charge psychomote, une prise en charge en groupe de 2 enfants, un peu d'orthophonie et en fait, c'est tout. Donc, on leur a pas expliqué comment fonctionnait leur enfant, en fait, cognitivement, comment ça fonctionnait pour qu'en fait, ils puissent s'adapter à leur enfant, qui a des particularités de ce côté-là, ni cognitivement, ni sensoriellement, en fait. Ça n'a jamais été expliqué. Donc, il y a l'explication quand même de ce que c'est que le TSA et de comment fonctionne leur enfant. Il y a aussi les accompagner sur les difficultés que eux ils rencontrent avec leurs enfants au domicile. Ils ne seront pas forcément les mêmes qu'à l'école. Et ils en rencontrent.
parce que c'est des parents qui sont très souvent euh, familialement, socialement isolés, parce que le TSA les a isolés. Voilà. On a un gros rôle de soutien sur la fonction parentale, comment dire, de valorisation de ce qu'ils sont capables de faire, puisque en fait, déjà, tu vois, s'ils arrivent chez nous à 3 ou 4 ans, les enfants, ça fait déjà, vu les profils des enfants qu'on a, ça fait déjà 18 mois ou 2 ans que les parents, ils ont des inquiétudes sur leur enfant. Donc en fait, la particularité des enfants CSA, c'est que les premières réponses très souvent des médecins ou dans l'entourage, c'est dire non mais en fait c'est que tu sais pas y faire avec ton enfant, t'es pas assez strict. Moi je lui aurais donné une PC et je t'assure qu'avec moi ça fonctionnerait. Donc voilà. Donc en fait on leur dit, tu vois, dans les premiers temps, et en fait vous êtes de mauvais parents. Alors qu'ils Ensuite, savent en leur fond ils intérieur qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Tu as déjà cette inquiétude-là de te dire, attends, je vais aller allumer la lumière. Cette inquiétude-là, déjà culpabilisée de se dire, mais moi je vois quelque chose, je sais, je connais mon enfant, il part et tout. Et en plus on te reproche, ouais, c'est dingue quand même. Donc ça c'est déjà difficile. Ça c'est la première chose sur laquelle c'est quand même des parents qui ont été un peu meurtris. Deuxième chose, ils se prennent le diagnostic en pleine tête. Hein. Et ils se prennent le diagnostic en pleine tête et sans explication derrière. Voilà. J'ai même une maman qui on a dit son enfant a été diagnostiqué à 2 ans. Le médecin qui lui a fait le retour du diagnostic lui a dit écoutez, c'est un TSA sévère, vous pouvez déjà l'inscrire en IME, de toute façon, il n'ira jamais nulle part ailleurs. Super, ça c'est fait. Alors, ça fait 1 an qu'on l'accueille. Je ne vais pas te dire qu'il ira pas en IME. Voilà, il ira certainement en IME. Mais tu vois, dans l'accompagnement au diagnostic, c'est souvent extrêmement difficile. C'est des parents qui, en plus, se sont pris ce choc-là, en fait. Et du coup, tu arrives au domicile et cette maman, par exemple, elle nous a dit, non, mais moi, je ne sais pas si je pourrais vous le laisser parce que c'est vraiment trop difficile. Il est trop difficile. Vous ne vous en sortirez pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été dit à cette famille pour qu'elle puisse dire à nous, des professionnels, ben, en fait, vous ne pourrez pas vous occuper de mon enfant, c'est trop difficile. C'est la méconnaissance. Et donc, c'est ça, c'est la méconnaissance de ce qu'on fait, c'est la méconnaissance de tout ça. Alors, je te dis pas que ça n'a pas été difficile, hein. C'est un petit garçon qui nous prend beaucoup d'énergie. Mais aujourd'hui, on a des résultats, donc qui sont pas énormes, mais on a des résultats quand même. Et je me dis, bah, c'est dommage. C'est-à-dire que moi, très vite, j'ai dit à cette maman, mais on vous a expliqué ce que c'était que le TSA ou pas? En fait, à aucun parent on explique ce que c'est que le TSA. Donc, on vous dit, votre enfant, il est TSA. Et au revoir. Voilà. Donc, en guidance, il y a vraiment ce job-là de dire, ben voilà pourquoi votre enfant, il fait tourner des roues. Voilà pourquoi votre enfant, il n'écoute pas les consignes que vous donnez. Voilà pourquoi il vous regarde pas dans les yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'acquisition de la propreté, ça va pas être tout de suite parce qu'il y a quand même plein de prérequis et qu'aujourd'hui, votre enfant, il n'en est pas là. Mais c'est possible. On va essayer. Voilà pourquoi votre enfant, il parle pas. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait. Et tu as des parents qui disent ah mais je comprends mieux en fait parce que moi j'arrête pas de lui dire de se mettre loin de la télé. Ben oui, mais en termes de particularité sensorielle, le visuel, certainement que la télé elle le stimule parce qu'il est près de la télé en fait. Tout à l'heure il y a Sia qui voulait savoir la stagiaire le stagiaire dont tu parlais qui n'avait pas de cours de quelle année il était. Elle était en 2e année, même en 3e année puisqu'elle a écrit son mémoire sur donc elle a commencé son stage en mai et elle a arrêté en mai de l'année d'après. Elle a passé son mémoire, enfin son diplôme en juillet, tu vois. Donc c'était une 3e année. Année d'observation. Ok. D'accord. Donc j'ai ressorti tous mes cours de l'école d'éduc qui dataient d'il y a 18 ans en disant ben allez, parti. Tu vas lire ça et on y va quoi. Il y a aussi Luna Luxia qui demande donc je suis en cours de VAE de JE ayant toujours travaillé en crèche, multi-accueil, associatif ou non, micro-crèche, etc. Et j'aimerais sincèrement travailler dans des IME ou UMA. Avez-vous des conseils, des pistes de formation, par
pour le TSA, j'ai étonnamment du mal à en trouver. J'arrive en cours de route. Merci pour ce live. Donc, ouais, as-tu des Alors, étudiants qui aimeraient, enfin, les étudiants, alors pour les étudiants qui aimeraient se former, il y a ce qu'on les appelle soirées le... professionnelles là, qui sont. Oui, alors du coup, pour les professionnels qui veulent se former, vraiment la base, quand même, c'est d'avoir un diplôme dans le médico-social. Je... C'est-à-dire éduc de jeunes enfants, EduxP, ME, AES, Elle fait sa VE, donc voilà, elle va être EJ, qui lui permet d'avoir ça. voilà. Et du coup, après, il y a maintenant ce qu'on appelle le CNIA, donc le certificat national en intervention en autisme, qui se passe sur un an. Alors, il y a deux niveaux, et c'est en fonction des diplômes qu'on a déjà. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2. Quand on est éduc de jeunes enfants ou EduxP, on peut faire le niveau 2 directement, en fait. Et là, ça va vous apprendre, ça va vous former sur l'autisme. Et il y a des stages obligatoires à faire. Et enfin, il y a un stage obligatoire à faire. Et si j'ai un conseil, c'est vraiment d'aller en UMA quand même pour les faire parce que ce sera plus facile à mettre en place. Enfin, les objectifs de stage sont que ce sera plus facile en UMA que dans d'autres structures quand même. Ok. Voilà. Ouais, Luna. Et donc voilà. Et donc la guidance parentale, il y a encore d'autres objectifs qui sont du coup de généraliser tout ce que l'enfant va avoir appris à l'UMA, puisque la particularité des enfants TSA, c'est qu'ils ont cette difficulté de généralisation. C'est-à-dire qu'ils ont appris qu'une chaise, ça s'appelait une chaise, mais ils l'ont appris dans la classe à l'UMA et que la chaise, elle est verte, et que si tu arrives à la maison et que tu lui dis ça, c'est quoi, il va pas savoir te dire que c'est une chaise parce que celle-là, elle est rouge, qu'on n'est pas dans le même lieu, et qu'en plus, elle est grande alors que les autres sont petites. Et ça, vraiment, c'est une des particularités. Alors, pas tous, il y en a, ça, voilà, mais ça reste quand même quelque chose qui arrive fréquemment. Et du coup, on essaye, nous, une fois qu'on a dégrossi les choses qui étaient difficiles, tu vois, la mise en place du classeur PEX, par exemple, parce qu'au début, c'est un peu difficile. Une fois que c'est mis en place, en fait, à l'UMA et tout le travail qui a été fait à l'UMA, on va, en fait, l'amener en guidance parentale le mercredi pour que le parent puisse s'en saisir et s'en servir. Voilà. Et ces classeurs PEX, notamment, c'est un peu notre priorité puisque plus l'enfant va pouvoir s'exprimer, moins il y aura de troubles du comportement. C'est le principe de des enfants qui n'ont pas de langage. Et enfin, c'est comme si tu te retrouvais dans un pays dans lequel tu n'as pas les codes, pas le langage, et en fait, tu as envie d'aller aux toilettes tout à faim, et en fait, il y a personne qui te comprend et qui te calcule. Donc, à un moment donné, tu cries, tu hurles, tu fais quelque chose, tu prends le bras de quelqu'un, tu vas, voilà. Et ben, les enfants, ils font ça, en fait. Tu vois, chez nous. Et nous, ce qu'on leur apprend, c'est, si tu donnes l'image du gâteau, on te donne D'accord. un gâteau. Voilà. Et ce classeur, en fait, en fait, après, il fera le va-et-vient entre la famille et l'école. Enfin, il fait le va-et-vient dès le début, hein, même si les parents l'utilisent pas. Et, euh, et en fait, on apprend aux parents à se servir de ce classeur de communication pour que l'enfant puisse demander, au moins dans les premiers temps, c'est les besoins vitaux, qui sont de boire et de manger. Hein. Souvent, c'est les premiers leviers qu'on trouve pour faire les demandes, en fait. Donc, voilà, donc on va apprendre aussi aux parents à se servir de ce moyen de communication pour faire baisser les troubles du comportement à la maison et mieux comprendre leur enfant. Et est-ce que tu as des parents qui ça a été difficile au début d'accepter, enfin de faire ce deuil de l'enfant un peu parfait, attendu, où ils ont déjà eu ce travail-là, ou ça fait partie de ton rôle aussi, de leur permettre d'accepter ou... Ça fait partie des toutes premières visites qu'on fait. Tu vois, on fait ce qu'on appelle une anamnèse. Donc, en fait, on interroge les parents sur toute la vie depuis la conception presque de l'enfant et toute la vie de l'enfant. Et ouais, mais parce que des fois, il y a déjà des parents qui sont meurtris déjà par un parcours de PMA, tu vois, par exemple. Et quand en plus se surajoute, enfin, tu vois, et on leur dit que leur enfant est autiste, et en fait, la première chose, c'est qu'ils disent, ah, mais il va venir chez vous, donc dans 3 ans, il repart en CP ordinaire. Ouais, Et là, on commence à dire que ben non, en fait, l'enfant, il est né autiste et qu'il mourra autiste et qu'on va faire notre maximum, mais que peut-être il ne retrouvera pas un système scolaire classique, mais que par contre, il a des compétences et que notre job, ça va être de faire émerger ces compétences-là et que eux puissent prendre conscience de ces compétences-là, en fait, et d'améliorer la qualité de vie de la famille. d'accord. Est-ce que justement, tu as un souvenir d'un accompagnement particulier qui t'a particulièrement marqué, en bien ou en mal, ou les deux, ou vraiment?
là, c'était Mm. quelque chose que tu n'oublieras pas. Ben, moi, tu vois, par exemple, je suis arrivée en janvier 2020, Covid 2 mois après, voilà. On me lance les guidances parentales, mais alors, j'en avais jamais fait de ma vie, j'étais pas formée au TSA encore, un peu raide, quoi. Et c'est pas que tu les retiens en bien ou en mal, mais tu vois, par exemple, il y avait une famille, l'ancienne directrice, elle leur avait vendu la lune, tu vois. Et moi, j'arrive derrière et ça fait 2 ans quasiment que leur enfant il est à l'UMA et il a pas fait beaucoup de progrès. Et tu te remets vachement en question sur ce que toi tu amènes en guidance parentale, sur comment tu fais les choses et ce qui ça m'a marqué dans le sens où je me suis dit mais en fait moi les prochaines guidances, je ne vends pas la lune aux parents. Voilà. Je vends, on va faire notre maximum, mais pour lui donner un moyen de communication et essayer qu'il ait un comportement d'élève. Euh, mais par contre, très vite, si on voit qu'il n'y a pas de compétences, mais ça, on leur dit pas de cette façon-là, mais en fait, on va chercher le bien-être de votre enfant. Et j'ai très souvent parlé, tu vois, après en guidance, de bien-être de votre enfant. Il vaut mieux qu'il soit à l'IME et qu'il soit bien, plutôt qu'il soit en ULIS ou en CP ordinaire et qu'il soit pas bien, en fait. Et qu'il soit malmené parce que, un, les professionnels sont pas formés et deux, il est pas à sa Pourquoi place, en fait. Ulysse? Les ULIS, c'est les classes pour enfants porteurs de handicap au sein des Ah, écoles oui. primaires. Donc souvent, c'est des classes de 12 enfants avec une ATSEM collective et un enseignant spécialisé. Et c'est soit des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, soit des enfants qui ont un petit retard. Il peut y avoir un peu de déficience intellectuelle. Et alors, suivant les départements et les classes, tu peux en avoir des un peu spécialisés. Tu vois, peut avoir des spécialisés TSA parce qu'ils apprennent pas de la même façon, des spécialisés, je dirais des bêtises parce que léger trouble du comportement ou légère déficience ou voilà. Et en fait, ces ULIS, elles existent en primaire et au Oui, collège. parce qu'en fin de compte, là, on parle d'école maternelle, c'est-à-dire qu'on est en scolarité. Donc, Mm, qui dit scolarité, il y a quand même mm, des attentes, il y a un programme, alors qu'eux, ils mm, sont TSA. Mais du coup, mm. euh, tu dis que bah, parfois, on sort juste de ce programme pour favoriser l'éveil, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de crèche, j'ai envie de dire, de moyens de lieux d'accueil qui ne soient pas scolaires pour des enfants de 3 à 6 ans Mm. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avant, ces ils sont enfants-là, obligés ils d'être étaient chez eux. scolarisés, même eux, c'est ça le truc ou... D'accord, ok. Alors, en fait, c'est que c'est des enfants qui, jusqu'à présent, n'étaient pas scolarisés. En fait. C'était impossible. Si, il y a une petite fille, elle allait 1 heure à l'école par tous les matins. Mais tu as la loi Ouais, qui donc, il n'y a dit qu'à pas. 3 ans, il faut être scolarisé. Eux, ils sont... Oui, sauf que la loi, elle te dit ça, sauf que la loi, elle te dit qu'il doit être scolarisé. Mais s'il est scolarisé Ok. 1 heure, il est scolarisé. Voilà. Donc à Et partir de ce petit, moment-là, pour sauf contourner que, la loi. Non, non. Oui, non. Ok. Oui, parce que ça des et, handicaps, euh, ce truc-là. si tu veux, vraiment l'objectif, c'est arrivé avant la scolarisation Ok. obligatoire à 3 ans. Ces structures-là. Mais en fait, c'est parce que on avait vraiment un gros retard, que c'est des enfants qui ne peuvent plus aller en crèche parce que c'est pas adapté, en fait. Les professionnels, elles sont pas formées à l'autisme. C'est des enfants qui arrivaient dans des classes et ils retournent les classes. Donc, à un moment, tu as une AVS, oui, une AVS, mais en fait, l'AVS, elle suit l'enfant partout et elle fait attention qu'il se passe rien, en fait. Tu vois? Mais du coup, c'est pas satisfaisant pour, euh, pour la prise en charge de ces enfants-là. Tu vois? Donc, certains vont parvenir à Et suivre le programme et d'autres, pas forcément. Mais est-ce que c'est grave? Ils ne sont pas sortis. alors, Ils sont pas sortis. nous, vraiment, l'objectif, si, de toute façon, ils vont sortir. C'est-à-dire Oui. que nous, à 6 ans, on les garde pas. C'est 3-6, point. Nous, l'objectif, c'est vraiment le gros objectif, c'est déjà un moyen de communication. Et après, on va fournir du travail quand même d'école, mais des choses, tu vois, enfin, nous, il y a des enfants, ils savent même pas faire de tri de couleurs. Ils savent même pas ce que c'est qu'une couleur. Ils mettent ce que tu leur donnes à la bouche et ça s'arrête là. Donc déjà, on va commencer un petit peu à voir ce qu'ils sont capables de faire, en fait. En début d'année, on les teste. On a différents tests. Alors, je pourrais tous te les donner, mais
tu vois, BBMAP, PEP3, Vineland, des trucs en fait qui nous permettent de tester le niveau des enfants. Et en fonction de ce qu'ils nous montrent sur ces tests-là, on dégage des objectifs. Mais il y a des enfants, c'est sûr, ils rentrent chez nous, on sait qu'on va plutôt s'orienter vers un IME. Et à la fois, il y a des enfants qui sont arrivés chez nous, on n'aurait jamais parié sur ces enfants-là. Et il y en a un, tu vois, l'année dernière, il est sorti en CP ordinaire avec AESH, avec AVS. Du coup, Là, on a deux sortants. Il y en a un sur les deux. Il est en moyenne, enfin, d'âge moyenne section cette année. On le sort pour qu'il aille en grande section ordinaire. Parce que il a une posture d'élève, il a un peu de retard au niveau des apprentissages, mais cette année, on a vraiment misé le paquet sur la posture d'élève. C'est-à-dire, je vais en inclusion dans la classe, je n'ai pas de trouble du comportement, je fais avec, pas avec les DUC, mais avec l'autre, l'institut ou l'AESH, enfin l'ATSEM qui est dans la classe, le travail qui est demandé, et le reste du temps, j'ai pas de trouble du comportement et je suis capable d'être dans la classe sans problème. On a travaillé ça toute l'année, c'était vraiment l'objectif. L'année prochaine, il travaillera les compétences scolaires, quitte à ce qu'il fasse un maintien, tu vois, en grande section d'une année pour s'assurer peut-être un passage en CP. parce que concrètement, en résumé, gros résumé, pour ceux qui regardent et qui savent vraiment, pour se sortir des clichés sur le TSA, c'est quoi le TSA? Le TSA, c'est ce qu'on appelle un TND, un trouble du neurodéveloppement. Et en fait, c'est une façon, si je veux le vulgariser, c'est une façon de voir, de comprendre et de ressentir le monde qui est différente de la nôtre. Donc, par exemple, la particularité des enfants TSA, je disais tout à l'heure, il y avait la difficulté de généralisation, mais c'est des enfants qui n'ont pas de capacité d'imitation. Donc, quand tu sais que l'enfant se construit par imitation et apprend par imitation, et ben déjà, ça pêche. Et... Il n'y a pas de capacité d'imitation, il y a souvent très peu de compréhension de consignes collectives, tu vois. Ils ont du coup, quand tu montres un travail, eux, ils comprennent pas en fait ce que tu fais. Il faut qu'on les guide physiquement à faire le travail pour qu'ils comprennent la consigne qui est attendue. Le cliché collectif des autistes qui sont surdoués et qui se tapent la tête contre les murs, on en parle ou pas? Alors, surdoués, ça existe. Nous, on n'en accueille pas, parce que souvent, c'est quand même des enfants qui ont des capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'ils arrivent à capter des choses, voilà. Des enfants qui se tapent la tête contre les murs, qui se mordent, qui nous tirent les cheveux, qui nous crachent dessus, qui nous font pipi sur les chaussures, qui nous mordent le plus vite que l'éclair. Oui, ça c'est très souvent. C'est une réalité. En tout cas, chez nous, c'est une réalité. Les troubles du comportement dans le sens des crises. Tu vois, maintenant, avec le recul, j'en rigole. Des fois, on discute avec des copines et je dis non, mais moi, maintenant, je peux aller travailler en crèche, 16 enfants de 2 ans, sans problème. Mais alors, et justement, les doigts dans le nez, quoi. Justement, quel moyen de décharge tu as en tant que professionnel quand tu te fais taper, mordre toute la journée, etc. Comment tu évacues ça? Est-ce qu'il y a des moments, voilà, en équipe, on en parle parce que j'en ai marre de me faire pisser dessus. Voilà, des moments où forcément on a envie de décharger aussi. Comment on se prend ça en fait? Alors déjà, on est formé. Et ça a quand même pas de prix. C'est-à-dire que quand tu sais que l'enfant, aujourd'hui, c'est sa seule manière de s'exprimer, tu prends du recul. C'est-à-dire que c'est pas contre toi personnellement, tu lui as demandé quelque chose qui était certainement trop difficile à ce moment-là pour lui, il a réagi de cette façon-là, et c'est une chose. Donc, quand tu es formé, c'est quand même déjà pas la même chose. Ensuite, on est une équipe, et on n'a pas le même enfant toute la journée. En fait, la journée, elle est découpée en plusieurs petits temps, et du coup, on se passe les enfants enfin, tu vois, on a des séquences de 1 heure, 3/4 d'heure avec le même enfant, et du coup, on se passe l'enfant, chacun, on échange d'enfants en fait dans la journée. Donc déjà, tu n'es pas aux prises toujours avec celui qui mord, qui tape, qui hurle. C'est déjà quand même pas mal. On a aussi quand même une cohésion d'équipe qui fait que même si au bout de 10 minutes, 1/4 d'heure, tu n'en peux plus, tu peux dire à ta collègue, écoute, prends, je te passe le relais parce que là, c'est au-delà de mes capacités. Voilà. Sur des gros troubles du comportement comme ça, on a ce qu'on appelle des feuilles d'analyse du comportement. C'est-à-dire qu'on a appris à observer un comportement, à analyser les antécédents, ce qui s'est passé avant le comportement,
à analyser ce qui se passe après la réponse de l'adulte et ce qui s'est passé, etc. Et du coup, à savoir si ce comportement, c'est de l'ordre d'un besoin sensoriel, si c'est un besoin d'attirer l'attention, si c'est un problème de communication. Et du coup, on met en place des choses pour que ces troubles du comportement, ils ne se reproduisent, en tout cas qu'ils s'atténuent et qu'ils se reproduisent moins. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment des techniques d'intervention très poussées en fait, qui font que quand on rencontre cette difficulté-là, si en plus on n'est pas la seule, enfin ou le seul, du coup, on fait ces grilles d'analyse et on peut savoir pourquoi cet enfant fait ces crises-là, pourquoi il réagit de cette manière-là. D'accord. C'est intéressant. Et puis aussi, on fait du sport en dehors du temps de travail. Voilà. Et on va aussi boire l'apéro avec ses collègues pour des fois décharger ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Soyons honnêtes. Ça fait aussi partie des choses. Ouais. Mais tu vois, par exemple, je te parlais du travail d'équipe en crèche qui m'avait beaucoup meurtri. Enfin, ça avait été très difficile à la fin. Le travail d'équipe aujourd'hui, tel que nous on le connaît dans notre structure, moi, il m'a réparé. Tu vois, c'est-à-dire que je tombe avec des collègues éduques, psy, enseignantes, psychomotes qui sont au top, avec qui on est des fois pas d'accord et on a tous des caractères un peu bien trempés, donc des fois ça part dans les tours quand on n'est pas d'accord, mais on a l'intelligence tous d'entendre ce que l'autre dit en fait, tu vois. Donc on peut ne pas être d'accord. Très souvent on revient après, on se dit bon allez, on essaye de mettre ça en place et tu vois, on trouve un compromis et ça n'entache pas nos relations. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un truc, mais en fait, la séquence d'après de travail, on va travailler normalement et échanger normalement, en fait. On me demande si tu en UMA et ta Carcassonne. Après, je sais pas si on peut te donner. Oui. Ouais. Des fois, certaines invités qui ne veulent pas dire. Ça a l'air tellement enrichissant comme milieu, en tout cas. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Alors, quand je suis arrivée, non mais oui, non mais je le dis parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est des fous. C'est simple, c'est des fous. Ils sont fous. Ils se réjouissent quand l'enfant fait ça. Moi, je dis, non mais alors là, on est, voilà. C'est un endroit qui est à 10 000 lieues de la crèche, par exemple. À la crèche, on parle beaucoup avec les enfants, on échange beaucoup avec les enfants, on négocie. Chez nous, tu vois, par exemple, sur tout ce qui est de l'apprentissage de l'autonomie, on se tait et on guide l'enfant physiquement. Mais que j'ai jamais fait en crèche, tu vois, par exemple. Mais jamais. Et je me suis dit, c'est des fous. Et j'ai passé 2 mois avant le confinement à leur dire, bon, ok, je le fais, mais par contre, à un moment donné, il faudra que je trouve du sens dans ce que je fais quand même. Parce que là, pour l'instant, voilà. Et après, j'ai été formée et j'ai compris et j'ai mis du sens derrière ce que j'ai fait. Aujourd'hui, moi, c'est un boulot qui m'éclate. Vraiment, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai appris des choses vraiment très enrichissantes et même, tu vois, des choses que j'utiliserai en crèche, par exemple, aujourd'hui. Voilà. On a toute une structuration du temps avec des pictos visuels et je me dis, tu vois, pour tous ces enfants qui sont petits, qui n'ont pas accès à la compréhension encore et au langage, typiquement les pictos ou l'emploi du temps visuel qu'on met en place, des choses qui permettraient aux enfants de se rassurer, de pouvoir échanger facilement avec les professionnels, plus facilement par exemple pour moi que le langage bébé signé, parce que t'as pas besoin d'une formation particulière pour te dire je te mets un picto devant toi, tu me donnes le picto, je te donne un gâteau, il y a écrit gâteau sur le picto, ils font ça avec les parents, t'as pas besoin de formation. Tu vois, je te donne un picto demain sur laquelle il y a une bouteille d'eau, tu comprends que j'ai soif en fait. Alors que s'il faut que tout le monde apprenne le langage des signes, c'est déjà plus compliqué. Mais il vient de détruire les signes bébés en. Et je suis d'accord parce que c'est vraiment pas un thème que j'affectionne, mais je sais à quel point ça peut être riche et intéressant pour. Exactement, c'est ça. Mais sauf que ça demande trop d'apprentissage en fait pour que ce soit suivi. C'est-à-dire que c'est pareil, dès que tu as une collègue qui est absente et que tu as une remplaçante, bah, ta remplaçante, si elle ne sait pas faire les signes bébés, c'est compliqué. Le projet porté, tenu de longue haleine par toute l'équipe, réfléchi, et c'est en termes d'années et non pas en termes de mode. Cette année, on va faire ça, on vous accroche trois signes sur le mur et terminé. Non, non, non. Et si vous ne comprenez pas, vous allez voir le replay du live que j'ai fait l'année dernière avec Isabelle Cotenso et vous comprendrez ce que je veux dire.
Donc voilà, et donc il y a des choses que j'utiliserai en crèche aujourd'hui. Maintenant, si je veux être honnête, c'est pas un métier que je ferai 10 ans. Parce que, euh, parce que psychologiquement et physiquement, c'est épuisant. Tu vois, par exemple, je fais du sport, c'est pas pour rien, c'est et pour me vider et aussi pour me muscler parce que j'utilise mon corps tous les jours. Je vais chez l'ostéo à chaque vacances scolaires, voilà. Et puis malgré tout, je suis pas une ogier de terrain, je le sais. À un moment donné, il faudra que je parte vers d'autres aventures parce que ce terrain-là de 3 jours et demi par semaine auprès des enfants, ça me pèsera trop en fait. Ou alors il me faudra un mi-temps et tu vois avec autre chose. Mais en tout cas, c'est pas ma Tu base de mon métier. En fait. Enfin, pourras en tout cas pas à moi. former à ce niveau-là. C'est un peu ce qui se profile. Voilà, mais on verra à terme. Mais voilà. Et c'est quoi du coup, comme tu disais, ouais, tu vas pas y rester 10 ans, c'est quoi les qualités que selon toi, ce serait pas mal d'avoir si jamais on veut un poste de ce style, avec un public TSA? Alors il faut avoir de la patience. Voilà, il faut être curieux et vraiment se former et se former sur tout ce qui te passe sous la main, quoi. C'est-à-dire que lire des articles, voilà. Il faut avoir une capacité de remise en question parce qu'on est quand même en échec minimum une fois par jour. Il y a pas une journée où t'es pas en échec avec un enfant et c'est normal, voilà. Et ça, il faut bien se le dire. Vraiment une capacité de remise en question, une capacité d'observation et la volonté de travailler en équipe. Voilà. Parce que si t'es pas en équipe, t'es en échec en fait. Et avoir de l'empathie aussi pour ses collègues de travail. Parce que des fois, on l'a beaucoup envers les enfants, envers les parents, mais vraiment ce côté empathie avec ses collègues de travail, c'est important aussi. En début de live, tu disais que il y avait un réel retard, enfin au moins à l'époque, sur l'accueil des enfants TSA en France par rapport aux autres pays. Mm. Dans l'idée, ce serait quoi l'idéal pour toi, pour l'accueil de ce public-là en France, ou sur quel modèle, sur quel pays ils sont au top et hyper en avance et à quel niveau en fait? Je sens le sourire. Alors, ouais, en fait, au Canada, ils sont très en avance. C'est-à-dire que, alors, j'ai plus exactement les endroits, Canada ou Québec, mais je sais que tu n'as pas de classe pour enfants porteurs de handicap. Tu as tous les enfants dans une même classe, mais par contre, tu as plusieurs professionnels dans la classe et des professionnels formés, en fait. Parce que là, aujourd'hui, l'inclusion, très vite, nous, on est arrêtés par des professionnels qui sont pas formés, Et qui pourtant, ne comprennent pas. vous êtes au On me sein dit, même d'une école maternelle. Donc, c'est mm, un projet inclusif mm, mm. quand même. C'est un projet inclusif, donc il y a de l'inclusion. Alors déjà toutes les récréations, les temps de repas, etc. On est dans l'inclusion et il y a des temps de classe, des temps on appelle de l'inclusion inversée aussi. Tu sais, il y a des enfants des écoles des classes Ouais. ordinaires qui viennent chez nous. Tu vois, on essaye de faire un peu voilà. Et mais sauf qu'en fait la réalité c'est que nous on est face à des enseignants qui maintenant nous connaissent bien, connaissent notre projet, connaissent comment on fonctionne et que ce partenariat il est travaillé tous les jours. Voilà. Mais tu vois, l'enfant qu'on a envoyé en CP l'année dernière, l'instit, elle est pas formée, l'AVS qu'il a, elle est pas formée, ben en fait, ça clash en milieu d'année. Ça clash en milieu d'année déjà parce qu'il y a eu l'AESH que 3 jours avant les vacances d'octobre, voilà, et que ben moi j'avais prévu d'y aller 3 matinées à la rentrée scolaire, mais si j'ai pas d'AESH pour la former, en fait, je fais quoi, tu vois? Et du coup, ça a clashé très vite. Enfin, c'est pas que ça a clashé, mais je les comprends. C'est-à-dire que quand tu es face à un enfant qui a des capacités intellectuelles, mais qui a des gros troubles du comportement, ben, en plus, notamment avec cet enfant-là, si tu n'es pas formé à savoir comment réagir, ben, en fait, tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Et je trouve qu'on ne forme pas assez les enseignants, les AESH, les ATSEM, enfin AVS, AESH, les ATSEM, et qu'on veut faire, enfin que l'éducation nationale veut faire de l'inclusion, mais par contre dans des classes, tu vois, nous cette année, en grande section et moyenne section, donc double niveau, 28 élèves. 28 élèves quand tu as de l'inclusion à faire en plus, ça fait beaucoup. Oui, oui. Quoi. Et l'année prochaine,
on est confronté à une difficulté où il y a donc 2 classes dans l'école dans laquelle on est en plus de la nôtre, 2 classes à double niveau, et rien que sur les enfants de l'école, il y a 6 AESH à temps plein de demandés. Donc il va y avoir 3 AESH dans chaque classe, plus l'institut, plus la TSEM, plus les stagiaires, parce qu'il y a toujours des stagiaires, plus nous qui allons arriver avec un enfant à inclure. Eh ben, Ok. ça risque Bon d'être courage. compliqué. Moi, je trouve que les effectifs et la formation et les effectifs dans les classes sont beaucoup trop importants pour que aujourd'hui l'inclusion elle puisse être faite dans des bonnes conditions. En Ouais, fait. ouais. Bien. C'est C'est pas un des mots ouais, qui donne bah envie non, quand mais même. de toute façon, c'est un constat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien de C'est le ça. dire. Il faut développer un peu plus ce type de lieu, il faut en parler, il faut apprendre. Ce que tu dis sur Mm. le fait de se former, c'est très très intéressant. Ça me donne envie moi-même d'aller me former aussi, même si j'en fais rien, Mm. tu vois, juste pour comprendre Mm. et me nourrir. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, donc merci. Après, c'est vrai que le pont, il est difficile parce que c'est vraiment des théories comportementalistes, pardon. L'ABA, le PEX, le TIC, c'est vraiment comportementaliste et c'est à l'opposé de ce qu'on peut faire en crèche. Hein. Vraiment. Et par rapport au TSA qu'on voit de plus en plus dans les médias, les séries, les films, la télé, t'en penses quoi de Mm. ces trucs-là? Alors, quand même, très souvent, ce qu'on voit, c'est des autistes de haut niveau. On voit, c'est-à-dire qu'ils ont tous ce qu'on appelle des intérêts restreints. C'est aussi une particularité des enfants TSA, c'est-à-dire qu'ils ont une matière ou un truc dans lequel ils sont excellents, mais qu'effectivement, à côté, ils ont des difficultés relationnelles. Ils ont raison sur la difficulté relationnelle et sur les intérêts restreints. C'est-à-dire que ça, c'est une réalité chez tous les enfants. Euh, Maintenant, je côtoie pas, enfin, je travaille pas avec des autistes de haut niveau. Donc, de là à se dire, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. Voilà, je saurais pas dire. Mais tu vois, par exemple, la journaliste Églantine Émeillé, tu sais, qui avait fait son livre, elle avait un enfant TSA qui, pour le coup, lui, présentait des gros troubles du comportement. Et c'est un enfant qui a été pris en charge très tard. Si par exemple, elle avait pu, alors je te dis pas que ça aurait fait des miracles, mais si déjà il avait été pris précocement, tu vois, à 3 ans, ça permet d'avoir des bilans, ça permet, enfin, nous, on fait un nombre de tests incalculable sur 2 ans de prise en charge, tu vois. Et ça te permet déjà de donner des pistes et de donner des pistes à la famille sur savoir comment réagir. Je me souviens, c'était un enfant. Il se cognait la tête contre les murs la nuit, voilà. Mais parce qu'il n'avait pas de moyens de communication, il n'avait pas tout ça. Et ça, c'est, je pense, que pour certains de nos enfants, c'est des choses qui auraient, enfin, et qui pourraient encore arriver. Hein. Je ne sais pas quel sera leur devenir, mais en tout cas, on peut faire le pari que s'ils sont passés par l'UMA, quand même, il y a des troubles du comportement qui vont se réduire. Pas parce que les enfants vont savoir, les parents vont savoir comment les accompagner, puisqu'on les aura formés, on leur aura redonné confiance dans leur rôle parental, on leur a donné un moyen de communication et que ça va quand même aider à être plus efficace dans la communication avec son enfant. Quoi. Ça t'arrive de recroiser plus tard des enfants que tu as accompagnés et qui s'en sortent bien et dont tu es assez fier du résultat parce que ton travail il s'arrête à partir de 6 ans. Comment Mm. ça t'est déjà arrivé? Alors, bah, du coup, moi, ça fait 3 ans et demi que j'y suis, donc j'ai pas beaucoup de recul. Mais on croise certains enfants. Euh, en fait, enfin, ils évoluent et c'est chouette parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on n'aurait pas parié, comme quoi l'âge fait aussi les choses. Mais ouais, c'est pour l'instant ceux que j'ai croisés, ça fait pas très longtemps qu'ils sont partis et ils sont accueillis dans le même IME duquel on dépend. Donc je les croise très souvent quand même. J'ai pas le côté, tu sais, encore, ça fait 5 ans, je l'avais pas vu et mon Dieu, il a hyper bien évolué. Et voilà. Tu vois, sur 21 enfants qui ont été accueillis à l'UMA, on en a que 3 qui repartent vers le système scolaire classique D'accord. sur les 21. Pour les autres, il y a un enfant en Ulysse et tous les autres sont partis en IME. Donc en termes d'évolution, si les IME sont pas très formés, si voilà, ça risque Il y a peu de possibilités. d'être voilà. Mais en tout cas, c'est des enfants à qui on a donné un moyen de communication et déjà ils peuvent dire quand ils ont faim, envie de faire pipi, boire, qu'ils veulent jouer avec tel jeu et pas l'autre, tu vois. Et déjà ça, c'est quand même pas rien, quoi.
Donc le GE en UMA, métier épanouissant quand même, intéressant, et Ouais. le GE a Ah sa oui, place dans ce type de lieu, oui, complètement. Voilà. clairement, oui. Mm. Bah, écoute, merci Mélie. C'était Avec plaisir. vraiment très intéressant. Et j'ai été j'avais plein de questions à poser. Donc, du coup, ça m'a vachement plu. Merci à toi. Si jamais vous avez d'autres questions à poser à Amélie après ce live, mettez-les en commentaire en la taguant et elle devrait pouvoir y répondre. Le à dispo Voilà. en replay, vous pourrez voir le début si vous êtes arrivé en retard. Et jamais une question. Les classes Soleil à Paris, c'est le même dispositif? Alors, je ne sais Je pas ne ce que sais sont pas. les classes soleil. Il Je vais faudrait me regarder dire ce sur que Google c'est. vite. En attendant, vite, posez vos dernières questions parce que nous allons faire une petite pause. Les classes Soleil Paris. Donc c'est que à Paris Classe dédiée aux enfants autistes au sein des écoles des Saint-Ange à Paris. Classe Soleil de maternelle pour les enfants autistes. La classe Soleil fait rayonner l'inclusion. On fait rayonner l'inclusion. Donc ça a l'air d'être des. Alors, Ouais, ça s'y programme apparente en tout cas. d'insertion. Prise en charge éducative précoce pour jeunes enfants autistes par des enseignants spécialisés au sein d'une école Ouais, ordinaire avec des temps d'apprentissage. ça s'y apparente. Voilà. Bah, je vous laisse aller regarder Mm. ce qu'il y a écrit sur les classes Soleil. C'est que sur Paris, du coup? Peut-être, je ne sais pas. Il y a des fondations, il y a pas mal de liens qui ressortent. Enseignement catholique, Fondation Saint-Mathieu. Alors, pas mal de. Ça a l'air d'être privé, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Ben voilà. Mm. Donc, si ça a regardé. Donc, la formation CNIA sur l'autisme pour ceux qui ont Mm. déjà un diplôme assez voilà, dans le médico-social. Et je sais qu'il y a pas mal de MOOC aussi qui sont plus accessibles, mais juste pour avoir des petites bases sur lesquelles Mm. se former. Voilà. Mais voilà. Merci beaucoup. Un mot à ajouter? Avec plaisir. Bah, Ben non. bah, Merci à beaucoup vous. de partage, c'était très intéressant. Je reviendrai vers toi pour le JU en PMI, sauf si tu connais quelqu'un ou si vous aussi vous connaissez quelqu'un dans le chat pour mon live, le JU en PMI, mais même si c'est un peu ancien, mais franchement, ça, ça m'intéresse, Oui. ça m'intéresse vraiment. Jamie te dit c'est super ce que vous faites. Voilà. Merci. Et quoi dire de plus? Je mettrai aussi ce live sur YouTube. Si vous préférez l'écouter en podcast dans votre voiture. Je vais mettre tous les lives là, demain, je pense, parce que là j'en ai 5-6 de retard sur YouTube. Et vendredi, il y a un live surprise qu'on a décidé de faire avec Marina sur VAE et JE, comment accorder la vie pro et la vie perso. Donc on va s'y mettre, on va préparer ça pour vendredi. Voilà. Et ben merci Mélie. Avec Et plaisir. bien Bonne fin à de soirée. bientôt. Bonne fin de soirée à toi aussi. Et puis je vous fais à tous des gros bisous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.